Bienvenue à ce 5e cours de cuisine de la saison. Cours de cuisine du 3 mars 2026. Un menu printanier audacieux et classique. Filet de bar au pistou, poêlé de légumes provençaux. Anglais de bœuf et sa purée de pommes de terre fumées, sauce chocolat bacon. Panna cotta au baie de Timé, coulis de mangue. Des vins printaniers et corsés tout à la fois. Donc là, on a pris du filet de bar, donc j'ai des arrêtés en amont déjà. Donc on l'a déjà fait ici, il y a deux possibilités de les arrêter, soit à la pince, où on s'embête un petit peu, ou le taillage en V. Donc là, on enlève simplement la petite colonne et ça fait un petit V dedans. On a un petit peu de perte, mais c'est beaucoup plus rapide. On s'assure bien que le poisson soit bien écaillé également, d'accord ? Je n'ai pas assaisonné au départ. Une poêle anti-adhésive, un petit peu d'huile d'olive, coloration côté peau vraiment, donc à chaud dessus. Là, on voit encore bien la coloration. Vraiment une belle coloration autour. On voit que le poisson devient un petit peu blanc et au milieu, on voit encore qu'il est cru. Donc là, il manque quelques minutes juste au four pour qu'il soit nacré. Une fois qu'on les a tous faits, on les a plaqués, d'accord ? Vu qu'on l'a fait revenir dans l'huile d'olive, il y a toujours un petit peu de matière grasse. On n'est pas obligé d'en rajouter encore une fois. Donc là, on laisse côté peau. Pourquoi ? Parce que l'inox est chaud, donc ça va continuer à faire grésiller la peau. Sur le dessus, sel, poivre, un petit peu de piment d'Espelette et simplement de la fleur de thym pour donner un petit peu de goût. On laisse à température ambiante, la chair se décontracte, l'assaisonnement pénètre et on mettra au four à peu près à 180 degrés, 4 à 5 minutes maximum. Ça, on peut le préparer comme ça la veille, le filmer, mettre au frigo. On le sort juste un petit peu avant pour qu'il soit nouveau à température. Le pesto. Pesto maison, ail, pignon de pain, parmesan, basilic, huile d'olive. Ail épluché, coupé en deux, dégermé. Toujours dégermé, même s'il est nouveau, entre guillemets. Une fois que l'ail est dégermé, le basilic, on les feuille, on le lave. Parmesan, on le pèse. Pignon de pain, on pèse également. On a fait 4 fois la recette, donc on avait 120 g de pignon de pain, 120 g de parmesan, botte de basilic, je crois, il me semble, hein, c'est ça à peu près. Ouais. Et on a mis d'huile d'olive. Tout ça dans le blender, bien mixé. Pas d'assaisonnement en sel. Pourquoi ? Parmesan, il est largement assez salé. L'ail apporte le peps, ça n'a pas forcément besoin de poivre. Alors on peut goûter si on a envie, on peut le rajouter, mais c'est pas nécessaire. À mon sens, là, il est juste parfait. Donc là, pareil, une fois qu'on a ce pesto, on le filme, on met au frigo. Ça se tient quelques jours sans problème. La difficulté qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on met au frigo, l'huile va figer. Ça va être un peu plus dur, donc on est obligé de le sortir également un petit peu en avant. Ça met un peu de temps à devenir de nouveau un petit peu souple. Tu rajoutes du parmesan. Mais là, tu crois qu'il est liquide, mais quand là, le parmesan et le pignon est tombé au fond, quand tu mélanges, ça va être un peu plus épais. Et pour les légumes, donc là, on avait de l'aubergine, de la courgette, du poivron, de l'oignon, de la tomate. J'ai rien oublié, non, je crois que c'est ça, et un petit peu d'ail. Thym, laurier. Donc, tous les légumes, courgettes, aubergines, poivrons, coupés simplement en brunoise. Brunoise, petits cubes, idéalement, arriver à le couper un petit peu de manière équilibrée pour que ce soit la même cuisson. Oignon, on a pris de l'oignon nouveau. La tige, on l'a ciselé simplement. C'est ce que j'ai mis dans les légumes. Donc on a fait revenir ça au fond. J'ai mis, normalement sur la recette, on met différents légumes. Donc on commencerait par l'aubergine qui met un peu plus de temps. Ensuite le poivron, courgette, tomate. Là en l'occurrence, j'ai fait revenir les oignons et j'ai mis les légumes, j'ai mis le bouillon et j'ai fait cuire pour l'huile d'olive, assaisonnement un peu sel, poivre. On met les poivrons qui mettent un peu plus de temps. On remet un peu d'huile d'olive, on met les courgettes, les tomates. Ensuite on verse un demi-litre d'eau dedans. Le thym, le laurier, les 2 gousses d'ail dégermées dedans pour donner un petit peu de goût. Assaisonnement sel, poivre et on fait cuire tranquillement. J'ai mis à peu près un verre de vin blanc, ce qui donne un petit peu d'acidité qui se marie très bien avec le poisson, c'est pour ça que je l'ai mis.
Donc là, on prend une assiette, on met vraiment un beau nappage rond à l'aide du dos de la cuillère de pesto dans l'assiette. Au milieu, on met un beau dôme de ratatouille. Mais vu que ça ne sera pas tombé comme une ratatouille, il y aura vraiment restera un petit peu croquant et un petit peu de jus. Donc il y aura le mélange du jus avec le pesto qui sera très bien et le filet de bar juste sur le dessus comme ceci. Et vraiment, vous verrez, c'est ce que je qualifierais d'un mariage harmonieux et standard. Quand vous avez beaucoup de convives, c'est quelque chose qui se matche très bien. Cet été sur la terrasse, vous pouvez tout préparer et au dernier moment, ça va très très vite. Après, on passera à l'onglet. L'onglet, vous verrez, ça va beaucoup vous plaire parce qu'on va faire déjà les bonnes qualités. Donc c'est tout tendre, ça se marie très bien. Et on a cette sauce chocolat qui n'est pas sucrée. Beaucoup de gens, quand on dit sauce chocolat, ils vont se dire « Ah, tac, sucre ». Non, pas du tout. On est sur le chocolat amer. À mon sens, qui sent plus au nez qu'au goût, on le perçoit. Mais on avait les onglets, donc pour ceux qui n'étaient pas là, l'onglet, il se présente, en gros, il y a deux onglets ensemble, et au milieu, il y a un nerf qui les sépare. Donc je les avais dénervés, c'est ce qu'on a la parure venait du nerf que j'ai séparé. Je les ai coupés encore une fois en deux dans le sens de la longueur pour que ça aille un peu plus vite au niveau et plus facile à manier. Donc on obtient ces morceaux qui sont là. Donc là, sur la recette, j'ai marqué les assaisonner avant. Mais vu que la poêle était assez chaude et qu'on a speedé un petit peu, je l'ai assaisonné après, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, huile d'olive, pareil, ou huile classique. En l'occurrence, plutôt de l'huile classique. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, on l'a utilisée ce soir. Il ne faut pas monter forcément trop haut en température parce qu'elle brûle un peu plus facilement. L'huile de tournesol peut monter beaucoup plus haut, c'est fait pour. Donc, huile bien chaude, on a bien fait revenir de tous les côtés l'onglet. On fait attention quand il y en a des plus fins de les sortir avant pour qu'on ait une cuisson à peu près uniforme aussi. Après, important que je ne le redirai jamais assez, les viandes rouges, on les sort avant, à température, pour que le nerf il se décontracte et on les laisse après avoir saisi de nouveau se décontracter. Ça aide énormément, on ne le croit pas, mais ça aide énormément à avoir une viande un peu plus tendre. Une fois qu'on les a mis, là j'ai assaisonné sel, poivre, paprika fumée. Et après, je termine au four bien chaud, 180-200 degrés. Là, il faut 5-6 minutes maximum de cuisson encore. Ensuite, je taille en petits morceaux. Et on a notre sauce. Mais pour arriver à la sauce, on a enlevé l'onglet, d'accord? Donc, on a la poêle avec les sucs. Les sucs, c'est un petit peu les résidus de viande qui caramélisent au fond. J'avais également les parures. Ça, vous n'avez pas forcément si vous achetez une viande chez le boucher. Donc ça, effectivement, ça peut différencier un petit peu, mais vous pouvez demander les parures de bœuf, ils en ont toujours un petit peu derrière. Donc là, en l'occurrence, on avait les parures, je les ai encore fait revenir dans la poêle également avec les sucs. On a mouillé avec du bouillon de bœuf, bouillon de bœuf, donc de l'eau et les bouillons cubes de bœuf classiques. Ensuite, j'ai enlevé les parures. Vu que sur la recette, j'avais pas de parures, on a commencé avec, dans les sucs, on a mis les oignons, les lardons, d'accord? Mais moi, j'avais les parures. Vous me suivez jusqu'à là? Donc on a enlevé les parures, on a enlevé le bouillon, on a fait suer, on va dire dans une poêle, on va dire plus ou moins propre, les oignons et les lardons, on a mis le bouillon qu'on a fait pré-cuire avant dedans. Au final, ça ne change pas grand-chose, mais c'est pour que vous suiviez un petit peu la logique que j'avais sur la recette. Une fois qu'on a mouillé avec le bouillon, on y fait fondre le chocolat et le beurre, et on en est à ce stade-là. Il ne reste plus que l'assaisonnement sel-poivre, et j'ai rajouté un peu de paprika fumé également dedans, pour faire le rappel également avec l'assaisonnement de la viande. Pour cette recette-là, j'ai également fait des chips de lard. Donc là, on a pris des tranches de lard fumé. On a enlevé la coenne, bien sûr, parce que la coenne, c'est ferme, c'est difficilement mangeable. On l'a fait revenir à la poêle à sec, vu que le lard, il est gras, il caramélise et il laisse échapper toute la graisse. Et du coup, on a ce qu'on appelle une chips de lard. Simplement assaisonnement en poivre. Pourquoi? Parce que le lard, il est salé, on n'a pas besoin de rapporter de sel. Et on le met simplement dans une poêle ou un plat qui va au four. Et on met en même temps que l'onglet 3-4 minutes encore une fois au chaud pour que vraiment ça soit bien ferme. Et ça, je disposerai simplement sur l'onglet au dernier moment pour apporter un côté salinité qui va casser le goût avec le côté chocolat amer. Et il reste la purée. Donc là, on a fait une purée entre guillemets classique. Pommes de terre cuites en robe de revêchant, donc dans l'eau fortement salée. Une fois qu'elles sont cuites, piquées au couteau pour voir si vraiment ça passe bien. On les a épluchées, on les a préparées ici. Je les mets au four à chauffer. Pourquoi? Parce que ça les dessèche un petit peu.
c'est mieux que dans l'eau. Alors ça fonctionne aussi dans l'eau, mais après on a une purée un petit peu plus souple et un peu plus, comment dire, liquide. Donc je les mets au four à sec pour chauffer. Je les ai écrasés au presse-purée et ici j'ai fait chauffer simplement du lait, de la crème. Donc c'est un demi-litre de lait, un demi-litre de crème et à peu près une demi-plaquette et 125 g de beurre. Sel, poivre, un peu de muscade râpé. C'est vraiment la purée classique. Et on rajoute, donc une fois que j'ai pressé à la purée, je rajoute simplement la crème. Et à l'aide de la poche, je mettrai joliment sur l'assiette. On mettra l'onglet et on fera quelque chose de sympa comme ça. Voilà, ça c'est la recette un peu plus originale ce soir dans la sauce. Et il nous reste la panna cotta. Donc la panna cotta ce soir, elle a peut-être déjà prise, avec un peu de chance, j'espère. Zou, elle est là. Quelqu'un connaît la baie de Timut ou pas? Ça tombe bien? Ouais, c'est bien. C'est des petites baies noires qui, à mon sens, se caractérisent en termes de goût. Comment expliquer ça? Ça pousse au Pérou, si je ne me trompe pas, Pérou, hein, c'est ça. Et en hauteur. Donc ça sent un petit peu les herbes, les aromates, un petit peu toutes ces choses-là. Et on le retrouve de plus en plus, ça vient à la mode un petit peu dans les desserts. Mais c'était plus compliqué que ce que je croyais, j'ai pas réussi à en trouver, ni hier soir, ni ce soir. Donc on a fait une panna cotta, entre guillemets, plus classique. Donc vanille et fèves de tonka dedans. Donc crème chauffée, gousse de vanille fendue en deux. On a récupéré les graines, une ébullition, on a retiré les gousses, fèves de tonka râpées et on met la fève de tonka dedans. À côté de ça, on fait tremper les feuilles de gélatine. Donc on fait tremper les feuilles de gélatine pour qu'elles soient bien fondues, bien humides, bien molasses. Une fois qu'il y a eu l'ébullition, on prend les feuilles de gélatine, on les incorpore dedans, on les mélange pour qu'elles fondent, on les met dans les récipients et on fait prendre. Idéalement, clairement, c'est mieux de faire ça la veille pour le lendemain. Mais là, vu que ce n'est pas des grosses quantités, ça va prendre, on est quasiment bon. Et pour la mangue, simplement, on prend des mangues mûres. Donc je les ai choisies, il n'y a pas eu de problème. Elles étaient bien mûres. Ouais, sans problème. Ouais, elles sont plus que mûres, c'est vraiment très bien. Mangue épluchée, on récupère toute la chair, mixée avec un petit peu de vanille, de graines de vanille dedans également. Et on le remplira sur le dessus simplement. Avec la mangue, si on veut apporter une touche de modernité ou à la maison, on peut mettre soit un peu de zeste de citron dessus, l'acidité ça marche très très bien, ou alors on peut le mixer avec un petit peu de basilic également, et ça apporte une petite touche sympa également dans la mangue. Souhaitons une bonne dégustation. À très bientôt pour un nouveau cours de cuisine, toujours sans compromis, cela va sans dire.